Bonjour à tous, nous sommes à l'espace innovation de l'Université d'été du MEDEF avec Jean-Pierre Boissin, coordinateur national d'un réseau Pépite France autour de tout ce nouveau concept d'étudiants entrepreneurs et qui développe diverses activités dont une chaire. Alors Jean-Pierre Boissin, de quoi s'agit-il exactement? Bonjour, donc dans le cadre du programme Pépite au niveau national, nous lançons une chaire cette année justement pour consolider toutes les bonnes pratiques des pépites. Donc le gouvernement a lancé un PIA, un programme d'investissement d'avenir en 2015 sur la culture entrepreneuriale et dans le milieu des étudiants en fait. Pour les jeunes, pour l'ensemble des jeunes en France, et un des financements est sur cette chaire Pépite France pour consolider les bonnes pratiques et y compris diffuser des outils à l'échelle nationale. Alors quelle est son ambition en fait? Eh bien, nous avons donc trois axes sur cette chaire. Le premier axe est sur la sensibilisation. Donc c'est avant tout avoir des outils numériques pour sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat, avec y compris des modules pour les enseignants, notamment pour les jeunes enseignants, les nouveaux enseignants, que ce soit dans les écoles d'enseignement du secondaire ou pour les jeunes docteurs dans l'enseignement supérieur. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est sur les compétences. C'est des modules de formation à l'entrepreneuriat, en fait. Exactement. Donc des modules de sensibilisation, je dirais, c'est-à-dire c'est d'abord et avant tout donner envie d'entreprendre, pas nécessairement pour acquérir des outils, des techniques pour créer une entreprise. Le deuxième axe, c'est sur les compétences, c'est-à-dire être capable de définir des compétences en entrepreneuriat et qu'elles puissent permettre d'être intégrées par les jeunes dans leur CV de compétences. Qu'elles soient valorisées, en fait. Valorisées, parce que, y compris des entreprises, des grandes entreprises peuvent être intéressées par des compétences entrepreneuriales auprès de leurs salariés, et donc, notamment dans tout ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Et l'axe 3 est davantage sur la mise en réseau des étudiants entrepreneurs de deux façons. D'une part, à travers le coworking, c'est-à-dire dans tous les pépites, il va y avoir, et ça a déjà commencé, des lieux de coworking pour que les étudiants sur les territoires soient mis en réseau et en relation concrètement dans leur pratique de mise en œuvre de leurs projets entrepreneuriaux. Et par ailleurs, au niveau national, développer une plateforme de mise en réseau avec, là aussi, des partenaires comme Entrep, qui a vocation à avoir une plateforme de mise en lien des étudiants avec des partenaires dans le cadre des projets de création d'entreprise. Alors, comment est financée cette chaire, en fait? Alors, cette chaire est portée par la FNEJ. La FNEJ, c'est la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, qui a été créée il y a bientôt 50 ans, puisque le cinquantenaire aura lieu en 2018. Et cette fondation donc, porte la chaire et qui a eu un financement du PIA, donc du programme investissement d'avenir de l'État, pour 50% et 50% par des partenaires privés qui sont dans la chaire. Alors vous avez déjà des partenaires ou vous en cherchez Alors c'est une excellente question. Nous avons les partenaires pour 50% du budget tel que ça a été défini dans le cahier des charges. Et c'est aussi l'objet d'être présent aujourd'hui au MEDEF, c'est de bien envoyer comme message aux grandes entreprises que c'est peut-être une opportunité pour elles d'être présentes dans cette chaire par des financements à différents niveaux. Elles peuvent être intéressées dans le cadre de leur responsabilité sociale d'entreprise, tout simplement parce que... pour montrer qu'elles aident voilà, au développement de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Et de la dynamique économique de leur pays, de la France. Elles peuvent être intéressées, y compris toujours sur la RSE dans le cadre de plans sociaux, puisqu'il peut y avoir du mécénat de compétences, par exemple. Et aussi, elles peuvent être intéressées dans le cadre de processus d'innovation, puisque pour des grandes entreprises, être au courant de ce que font les jeunes startups, ça les intéresse. Beaucoup de grandes entreprises ont monté, y compris des incubateurs dans cet esprit. Et enfin, les grandes entreprises peuvent aussi être intéressées directement sur le plan commercial. Si je prends le cas d'une banque, demain communiquer sur le fait qu'elle est associée au monde de l'entrepreneuriat des jeunes, des étudiants, c'est peut-être une belle image de communication auprès des particuliers, des parents, auprès des jeunes pour les avoir comme clients, auprès des chefs d'entreprise pour montrer qu'ils soutiennent l'entrepreneuriat étudiant.
Bah, écoutez, merci beaucoup pour justement que ces grandes entreprises comprennent mieux de quoi on parle. On va faire venir... Et on a donc un premier petit film. Ah là, qui va encore film, mieux aider à comprendre comment ça marche. Qui est un élément de justement des outils qui vont être développés et notamment pour présenter l'esprit entrepreneurial dans le cas de cette chaire. Donc, et après la vidéo, on aura les témoignages de ceux qui servent à faire marcher cette chaire. Créer. Autrement dit, être à l'origine de quelque chose de neuf, qui n'a jamais été tenté auparavant. Car notre monde est un monde de défis. Défis environnementaux ou défis sociaux, défis technologiques et défis humains. C'est un environnement changeant rapidement dans lequel il faudra faire mieux, plus vite, être plus malin. Dans ce monde de défis, les créateurs ont ce petit truc en plus, ce grain de folie et d'abnégation qui leur permet de voir le monde à travers des lunettes neuves. Ce sont eux qui se sont posés des questions qui, à l'époque, paraissaient impensables. S'éclairer, rouler à des vitesses incroyables, voyager à l'autre bout de la planète dans un monde toujours plus connecté. Alors s'il fallait convaincre les jeunes, on pourrait leur dire « Prenez vos idées et vos intuitions, couplez-les à des outils et des compétences, rencontrez des gens passionnants, créez, testez et développez. Gardez votre fraîcheur et vos convictions et faites-en un projet. Et avec tout cet enthousiasme, vous aurez les clés en main pour répondre aux défis que vous choisirez de relever. Alors rencontrez, partagez, apprenez et osez. Alors vous l'avez compris, on est là effectivement pour parler non seulement des jeunes, mais des entrepreneurs et des enthousiastes. Et on a la chance d'en avoir déjà deux en face de nous, Baptiste Vernier et Mathieu Verdon, qui êtes responsables et porteurs de Minimento. Alors on va peut-être commencer avec vous. Qu'est-ce que c'est Minimento exactement ? On est venu avec Baptiste. D'accord, donc Mathieu Verdon, Exactement. Baptiste Vernier. Tout à fait. On est tous les deux cofondateurs de la société Minimento. D'accord. En quelques mots, en fait, on est parti d'un constat simple. Aujourd'hui, on est quotidiennement submergé par un flot constant d'informations complexes. Et on s'est posé les questions suivantes. On s'est dit comment est-ce qu'on peut simplifier ces informations ? Comment est-ce qu'on peut faire passer un maximum d'informations en un minimum de temps ? Et à travers quel support ? C'est-à-dire quel support pourrait, par lui-même, donner envie aux gens d'aller chercher cette information ? On a donc on s'est retrouvés, on a donc développé un outil de synthèse et on l'a associé à des outils de production et de réalisation vidéo et on a créé le support Minimento. Donc en fait, comme vous l'aurez compris, Minimento c'est le nom de la société, mais c'est également le nom du support qu'on propose, à savoir une vidéo courte, explicative, qui va venir synthétiser et simplifier tout type d'informations. Ça peut être une activité, une technologie, ça peut également être un processus interne, une nouvelle démarche réglementaire, mais également, et c'est ici ce qui nous intéresse, des notions pédagogiques. Alors on va peut-être commencer par une démonstration claire, puisque vous avez une petite vidéo qui explique ce que vous faites. On va d'abord donc la regarder et puis ensuite vous la commenterez. Les 5 forces de Porter sont un concept stratégique élaboré par Michael Porter en 1979. Ce dernier s'intéresse au concept de concurrence qui réduit la capacité des firmes à gagner de l'argent. Les 5 forces de Porter s'illustrent facilement par ce schéma. Regardons en détail, flèche après flèche. On a tout d'abord le pouvoir de négociation des clients. Il s'agit ici de savoir si l'entreprise est en position de force par rapport à ses clients. Par exemple, s'il y a beaucoup de clients et peu de concurrents, le pouvoir de l'entreprise sera élevé. A l'inverse, une demande limitée et une offre importante réduit la capacité de négociation. À l'opposé du schéma, c'est le même principe pour le pouvoir de négociation des fournisseurs. S'ils sont nombreux, je peux faire jouer la concurrence et faire baisser les prix. Mais si je ne possède qu'un seul fournisseur, il est plus difficile pour moi de négocier. Ensuite, il y a la menace des produits de substitution. Autrement dit, est-ce que d'autres produits risquent de venir concurrencer les miens ? Si mon produit est remplaçable, il y a un risque. S'il est unique, le risque est alors limité. La 4e force est celle des nouveaux entrants. On se demande alors si de nouveaux concurrents peuvent entrer ou non sur mon marché. Cela dépend de l'existence ou non de ce que l'on appelle des barrières à l'entrée.
On a par exemple les brevets, la culture ou encore les mesures de protectionnisme. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la concurrence interne qui existe entre les différentes entreprises à l'intérieur même du secteur. À ces 5 forces, on rajoute parfois l'impact des pouvoirs publics par les nouvelles normes et régulations qu'il impose au marché. Voici donc notre modèle complet. Grâce à lui, on peut ensuite mesurer les différentes forces pour avoir une cartographie précise de ma concurrence et ainsi bâtir la meilleure stratégie pour construire son avantage concurrentiel. Ce qu'il faut retenir, c'est que les 5 forces de Porter sont un outil d'étude de la concurrence qui étudie le rapport de force entre une entreprise, ses clients et ses fournisseurs. Ce modèle évalue les menaces de substitution et de nouvel entrant et permet d'élaborer une stratégie en tirant le meilleur de son environnement concurrentiel. Alors Baptiste, question naturelle, quel est l'avantage concurrentiel de Minimento sur un marché qui est déjà assez développé, il me semble? Alors, toute l'ambition qu'on avait avec Minimento, c'était de pouvoir créer quelque chose qui puisse simplifier une notion qui est complexe. Donc, on a vu ici les 5 forces de Porter. Donc, beaucoup de personnes ici, je pense, les connaissent. C'est un sujet sur lequel on passe beaucoup de temps, et un professeur d'université passe beaucoup de temps. Et donc, on peut s'imaginer à quel point ça peut être difficile pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'entrepreneuriat. C'est une notion qui, somme toute, est très abstraite, mais une fois qu'elle est expliquée simplement, n'était pas très compliquée. Donc, toute l'ambition de Minimento, en partenariat avec la chaire, est de pouvoir créer tout un panel de vidéos, une trentaine de vidéos dans un premier temps, qui résument tous les concepts clés d'entrepreneuriat pour permettre à n'importe qui d'avoir des notions clés pour créer son entreprise, mais pas seulement. Aussi avoir une culture entrepreneuriale, parce qu'avec Mathieu, c'est quelque chose qui nous semble être très pertinent aujourd'hui dans un contexte économique qui n'est pas facile, d'avoir cette culture entrepreneuriale. Donc c'est une nouvelle version du e-learning en quelque sorte? Tout à fait. Alors par rapport à du e-learning, ce qu'on propose, c'est vraiment ce côté ludique, ce côté impactant, et avoir quelque chose qui soit relativement court. Parce qu'on a pu faire différents tests auprès des étudiants, et ce qui est très apprécié aujourd'hui, c'est la vidéo. YouTube explose complètement. Elle dure combien de temps, celle-ci, par exemple? Cette vidéo fait environ 2 minutes, et c'est le format qui sera... C'est le maximum d'attention possible? Alors on peut être un petit peu au-dessus, mais il ne faut pas dépasser 2 minutes 30. Voilà, sur une vidéo, sur de la pédagogie, on monte entre 2 minutes et 2 minutes 30, c'est notre format classique. Alors vous parliez d'une commande, donc le côté chaire, c'est vous qui avez proposé ça à la chaire? Elle est venue vous chercher? Comment ça s'est passé? Alors c'est quelque chose qui s'est fait par boucle d'interaction. On avait, nous, cette idée, ce rêve depuis très longtemps de pouvoir amener un savoir de qualité au plus grand nombre et surtout un savoir entrepreneurial. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur. Et on a pu discuter donc, avec la chaire autour de ce projet parce que finalement, c'était une opportunité qui était incroyable pour nous pour déployer rapidement un savoir de qualité au plus grand nombre. Et Mathieu, quels sont les sujets en préparation donc? Et quel est le calendrier aussi et le mode de diffusion? Alors là, l'idée, c'est qu'en termes de timing, ça aille vite. Puisque il faut qu'il y ait au moins une dizaine, une quinzaine de supports relativement rapidement pour sensibiliser un maximum de jeunes au concept clé. Le Minimento répond à une question simple. La question, c'est quoi? Et donc, ce qui est en préparation, c'est en 2 minutes, c'est quoi un business model? En 2 minutes, c'est quoi un business plan? En 2 minutes, c'est quoi une étude de marché? Et en 2 minutes, ce qui est très intéressant, c'est quoi le savoir-être, savoir-faire pour être un entrepreneur. Et ça va être diffusé de quelle façon, Jean-Pierre, alors? Donc, il y a plusieurs supports de diffusion. Nous avons un propre site internet pour la chaire. Et surtout, il y a d'autres projets dans le programme Investissement d'avenir, notamment l'ONICEP et la PCE avec qui nous sommes partenaires, qui sera aussi un moyen de diffusion des outils pédagogiques par l'ONICEP et la PCE. Et puis j'imagine que vous mettez l'accent aussi sur le référencement, puisque c'est quoi un business plan? L'objectif, c'est qu'on tombe sur votre vidéo très rapidement, non? L'idée, effectivement, c'est qu'il y ait ça. J'imagine que ça fait partie des grosses recherches sur Google. Ça fait partie des grosses recherches sur Google, comme bien d'autres. Plus on est visible, plus on peut toucher un maximum de personnes, et plus les gens vont potentiellement voir l'intérêt et venir nous accompagner et nous rejoindre dans cette chaire. Et quelle est votre stratégie dans ce domaine pour être plus visible sur un thème qui doit être très concurrentiel, j'imagine, quand même, sur Google? Il nous faut finalement suffisamment de contenu. On trouve parfois des vidéos qui sont de très bonne qualité, mais on a étudié avec les étudiants ce qu'on appelle l'essoufflement numérique. C'est-à-dire que vous allez sur Internet, vous trouvez une vidéo qui est d'excellente qualité, mais la seconde que vous regardez n'est pas faite du même auteur, et celle-là a une qualité bien moindre. Et au final, vous allez y passer une demi-heure, 45 minutes, et vous avez un sentiment vraiment de frustration finalement. Et vous allez vous dire, ok, j'avais quelque chose de très bien, quelque chose de moins bien, quelque chose de très bien. Alors comment nous, on essaye de niveler cet effet d'essoufflement numérique, c'est un joli concept.
C'est tout simplement en ayant tout d'abord des experts qui puissent valider les notions. Ce n'est pas nous qui sommes experts dans les domaines que nous allons présenter. Donc nous avons vraiment un coup de tampon qui nous permet d'avoir de la légitimité à ce niveau-là. Expert académique, du Tout coup. à fait. Donc on a un groupe de 80 experts aujourd'hui qui sont en mesure de pouvoir certifier les notions qui seront proposées par Minimento. Et ensuite, c'est d'avoir un format qui soit le plus ludique possible et qui ait la même marque de fabrique finalement, parce qu'une personne, une fois qu'elle a perçu la qualité finalement d'un Minimento, pourra naviguer en étant certaine que la qualité sera respectée sur les 30 autres supports. Donc, votre ambition, c'est de créer un concept que tout le monde appelle le Minimento, c'est ça? En Tout à fait. français, en anglais, en italien, en japonais International. C'est notre ambition. Aujourd'hui, on a créé un support, on a développé une méthode de synthèse. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que un maximum de structures académiques, de structures aussi purement privées, des entreprises l'utilisent. On a déjà la chance de pouvoir travailler avec différents acteurs dans différents secteurs d'activité. Et l'objectif à terme, c'est que les Minimento soient une référence et qu'on utilise tous des Minimento dans notre quotidien pour avoir une information de qualité rapidement et surtout quand on en a besoin. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les Minimento remplacent les profs, en fait? Alors, Parce que, comme Baptiste le disait, ça prend beaucoup de temps à un prof d'expliquer tout ça. cette question, on nous l'a posée plusieurs fois et nous-mêmes on se l'est posée et ce n'est pas du tout notre vocation de remplacer un prof, bien au contraire. On est persuadé, un prof ou un formateur d'ailleurs, on est persuadé que ces personnes-là ont une grande valeur ajoutée sur de l'application et sur des choses, sur des concepts un peu moins théoriques et un peu moins génériques que ce qu'on pourra proposer dans un premier temps. L'idée, c'est de pouvoir leur fournir des outils qui va leur permettre d'optimiser leurs cours et de rendre leur cours ou leur intervention et de rendre les gens qui vont participer à cette intervention beaucoup plus compétents à la sortie que ce qui se fait aujourd'hui. C'est un moyen d'optimiser les choses. Jean-Pierre Boissin, avec la chaire, les pépites, etc., vous êtes en train de bouger finalement le monde de l'enseignement pour l'adapter le plus possible avec l'aide de jeunes gens comme on en a aujourd'hui, pour qu'ils collent le plus possible au monde 2.0. En tout cas, les frontières bougent. Les frontières bougent et de toute façon, nous, on a un challenge. On doit développer des outils pour 2,5 millions d'étudiants. Si ça doit passer par le schéma traditionnel, on en parlera encore pendant 20 ans. Personnellement, j'en parle depuis 15 ans. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent d'accélérer. Donc l'objectif, c'est d'accélérer, de se servir de ces outils pour aller beaucoup plus vite et surtout s'adresser au plus grand nombre, ce qui est quand même un challenge actuellement sur les cours traditionnels, les amphis, etc. Pour un enseignant, s'adresser à 300 étudiants dans un amphi, ce n'est pas la même démarche que ce type de support. Et comme ça a été très bien dit, je pense que ce type de support, ça peut être des moyens de prérequis, y compris pour l'étudiant, pour ne pas arriver vierge dans un cours et qu'on puisse accélérer le processus d'acquisition des connaissances. Et il y a, si j'étais provocateur, des enjeux d'économie pour l'État. Et c'est peut-être un moyen de revoir les méthodes pédagogiques à travers des outils comme ça en support de cours traditionnels. Oui, en sachant qu'on sait que l'éducation est un des secteurs qui va être totalement refondé dans les années qui viennent. Une dernière petite phrase de conclusion. Ce qui est important de voir également, c'est que ces supports-là plaisent à leur cible, les étudiants. On a appliqué exactement cette méthode et on a créé un Minimento sur le statut étudiant-entrepreneur qui a été diffusé ici hier. Le résultat de ce Minimento-là, ou en partie du moins, c'est la vidéo la plus consultée de la chaîne Dailymotion du ministère de l'Enseignement supérieur à plusieurs milliers de vues devant la deuxième. Je crois qu'on doit totaliser un peu moins de 15 000 vues. Il y a plusieurs centaines d'étudiants entrepreneurs en France. Et je n'ai absolument pas rencontré une personne qui m'ait dit « j'ai pas compris ce que c'était ». À la base, on parlait quand même d'un statut juridique. Je pense que les résultats sont là pour témoigner de l'efficacité d'un support comme celui-ci. Bah, merci beaucoup. Alors merci. Merci à vous, messieurs. On va appeler un autre duo qui est donc composé de Diane Taïeb et Thomas Dikele, qui, eux, vont nous présenter une autre dimension de la chaire. Alors, avec Schoolab et Entrep, Jean-Pierre, on parle de quoi exactement? Donc là, on venait de parler plutôt de la sensibilisation des étudiants à l'entrepreneuriat, à la culture entrepreneuriale. L'enjeu maintenant, c'est d'accompagner les étudiants entrepreneurs qui passent à l'acte. Donc là-dessus, on a deux enjeux à court terme. C'est d'une part, une des demandes et une des mesures annoncées par le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est d'avoir des sites, sur les sites d'enseignement supérieur, d'avoir des lieux de coworking, c'est-à-dire des lieux en français de co-travail, enfin
des Oui. lieux où les De étudiants coworking, en fait. des C'est-à-dire étudiants- là où on travaille ensemble. Voilà. Donc ça, c'est un enjeu important. Ça existe déjà en France. Ça existe dans certains établissements d'enseignement supérieur. Ça existe de façon privée. Et l'objectif, là, c'est de pouvoir diffuser ces lieux de coworking. Et par ailleurs, l'autre challenge, c'est qu'on a une communauté d'étudiants entrepreneurs qui est en train de se créer. Il faut qu'on arrive à la fédérer sur les territoires et qu'on arrive à les fédérer au niveau national. Pour ça, là aussi, une seule solution, le numérique, et c'est de passer par le web. Et Entrep a développé une plateforme, et l'idée, c'est de pouvoir se servir de cette plateforme pour pouvoir mettre en réseau les étudiants entrepreneurs, y compris pour qu'ils puissent être dans un processus de compagnonnage, de co-travail, de coopération. Tout simplement parce que certains développent des sites web, d'autres ont besoin de sites web et que peut-être les premiers clients et fournisseurs de ces projets d'entreprise, c'est peut-être d'abord entre eux qu'ils les trouveront. Alors, avec Diane Tayeb, donc on va voir plus concrètement ce qu'est School Lab, que vous nous présentiez dans son développement, et puis aussi ce que représente ce partenariat avec la chaire. Avec plaisir. Donc le coworking réel. C'est ça. Alors d'abord, avant de parler de Starter, on va parler de School Lab. Donc School Lab, c'est une organisation qui a pour objectif de faire émerger des innovateurs et des entrepreneurs. Elle est née d'un programme pédagogique qui existe depuis 10 ans, qui s'appelle CPI, Création de produits innovants, où chaque année, des étudiants, ingénieurs, designers et commerciaux conçoivent des innovations pour des entreprises. Donc pendant 6 mois, ils se mettent à la place d'un entrepreneur, mais pour un projet d'entreprise voué être implémenté sur le marché. C'est un programme qui existe depuis 10 ans. On a 1000 étudiants qui sont passés par CPI. Et on s'est rendu compte que parmi nos anciens étudiants, beaucoup étaient entrepreneurs et que, pour des raisons qu'on a essayé de comprendre, les structures qui existaient pour les accompagner ne leur convenaient pas toujours. Parce qu'en réalité, il existe beaucoup d'incubateurs qui permettent d'accompagner des entreprises qui ont déjà un petit peu réfléchi, assez matures, etc. Mais en réalité, ce qui manque, c'est la brique pour aider des étudiants entrepreneurs de passer de 0 à 1. J'ai une idée. Je réalise mon business Exactement. plan, etc. Et j'ai une idée et je teste si cette idée est pertinente ou pas. Je vais chercher qui sont mes clients. Je vais identifier finalement quel va être mon produit, quel va être mon client, quel va être mon business model. Et cette brique de 0 à 1, en réalité, comme c'est la plus risquée, il y a très peu de structures aujourd'hui qui la prennent en charge. Nous, c'est ce qu'on a voulu faire. C'est pour ça qu'on a créé Starter. Donc on a été rencontrer nos étudiants, nos anciens, on a essayé de comprendre vraiment quels étaient leurs besoins. On a monté un programme complètement monté sur mesure en fait, pour répondre à ces besoins. Et alors en réalité, comment ça fonctionne? Donc c'est un programme de 6 mois, 3 mois renouvelables une fois, qui est fondé sur plusieurs principes. Déjà, c'est que c'est une méthode qui est très très empirique. C'est-à-dire que au lieu de les faire travailler sur la théorie, le business plan, etc., on va les forcer tout de suite à aller sur le terrain, à rencontrer leurs clients, à essayer de confronter leur idée au réel pour la faire maturer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'ils arrivent à un produit, à une entreprise qui ait de la valeur. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'on met ensemble, dans le même espace pendant 6 mois, des étudiants entrepreneurs qui viennent de formations et d'horizons différents. Donc on va avoir des juristes, on va avoir des ingénieurs, on va avoir des étudiants en sciences sociales, on va avoir des designers, des artistes, etc., etc. Ils ont tous leurs projets propres, ils vont tous travailler chacun sur leur projet, mais le fait de décloisonner ces disciplines et le fait pour eux d'être immergés au sein d'un écosystème avec des gens qui ont des compétences différentes, ça va beaucoup les aider. D'une part parce qu'il y a un effet d'émulation, de stimulation intellectuelle, et aussi parce que quand on monte une entreprise, on ne peut pas réunir en soi tout seul toutes les compétences dont on a besoin pour réussir. Et c'est possible aujourd'hui de le faire dans tout le territoire ou est-ce qu'il y a des espaces School Lab? Non, il y a des espaces School Lab. Donc nous, on a lancé la première promo en janvier pendant 6 mois. Donc, elle est géographiquement Géographiquement, c'était au 2e étage de NUMA, qui est un des centres de l'innovation numérique à Paris. Là, qui n'est pas le siège de l'humanité, donc le journal. NUMA. C'est vrai qu'on aurait pu confondre NUMA. Et là, à partir du 22 octobre, ce sera donc à la Paillasse. Donc la Paillasse, c'est un espace de makers où il y a donc un laboratoire de drones, de textiles numériques, etc., etc. Donc c'est là-bas qu'on va accueillir la 2e promotion qui démarre. Alors en 22 la octobre. Paillasse, elle est située où?
Alors tout est dans le sentier. D'accord. C'est 2 espaces dans le C'est sentier. donc Paris, C'est au cœur de Paris vraiment au centre. C'est ça. D'accord. Et vous avez d'autres projets en province ou... Alors, Enfin, dans les donc territoires, nous, pardon. Nous, On en dit plus fait, province. donc nous, notre objectif, en effet, c'est de diffuser ces méthodologies et de permettre au plus d'étudiants entrepreneurs de monter leur entreprise avec succès. C'est pour ça qu'on avait pris contact avec les pépites, avec la chaire. Et ce qu'on souhaite, c'est bien évidemment diffuser dans les provinces. Pas forcément en propre, mais plus par du transfert de compétences pour vraiment faire des partenariats avec des acteurs qui sont implantés dans les provinces et pour diffuser l'expérience qu'on a acquise. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, il y a un développement relativement uniforme de cet esprit d'entrepreneuriat étudiant ou est-ce qu'on a, là comme ailleurs, cette concentration en Ile-de-France versus les territoires? Alors oui, il y a un phénomène parisien comme d'habitude. Moi, je suis de province, donc je suis tout à fait... À même de sensibiliser les territoires. Oui, non, puis de me rendre compte du décalage qu'il y a entre Paris et le reste de la France. Voilà. Je ne le pensais pas avant, mais maintenant que je fréquente beaucoup Paris, je m'en rends compte. Donc effectivement, les centres de coworking existent depuis déjà quelques années sur Paris. Certains ont été créés dans des grandes villes en France. Donc tout l'enjeu, justement, c'est... Il y a une attractivité de Paris, y compris pour une start-up, c'est-à-dire que des jeunes peuvent très bien créer une start-up à Lyon et de se dire demain notre siège social, de toute façon on le mettra à Paris parce que c'est là où il y a les acteurs, c'est là où il y a les financeurs, etc. Donc justement, au moins, se donner tous les moyens au départ pour essayer d'éviter qu'il y ait quand même des flux que vers l'Île-de-France dans ce domaine. Et donc là, l'enjeu avec School Lab par rapport aux pépites, c'est de créer un concept qui serait Pépite Starter, et de pouvoir, avec déjà une dizaine de pépites dans les prochaines semaines, pouvoir justement faire ce transfert de compétences entre School Lab et les pépites pour pas tout simplement redémarrer à zéro, essayer de capitaliser sur les pratiques. Peut-être que School Lab n'a pas toutes les bonnes pratiques, mais au moins ne pas refaire l'expérience, chacun de son côté, de comment on anime un centre de coworking. Et pour être très explicite, donc moi je suis universitaire, a priori, c'est pas tout à fait dans nos compétences au départ de créer des centres de coworking sur les campus et de s'occuper de leur animation. Donc il vaut mieux qu'on s'inspire de ce qui a été fait par d'autres, qui l'ont fait y compris par le marché, c'est-à-dire dans un système privé. Nous, on a quand même l'avantage de fonds publics et de pouvoir se dire, si on s'appuie sur les expériences d'autres acteurs, gagnons du temps et évitons de refaire certaines erreurs et d'essayer de capitaliser, et y compris d'améliorer peut-être ce que fait School Lab, mais de partir de cette expérience. Et du coup, vous êtes dans quelle région en fait ? Au départ, moi, je suis à Grenoble. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que le prochain... C'est un bel écosystème par ailleurs. Oui, voilà. Mais est-ce que là, on peut imaginer que c'est la région... Je vous donne un exemple, je le dis, ça servira peut-être. Un centre de coworking, où est-ce qu'on le met ? Grenoble a un très beau campus en banlieue, très à l'américaine, très beau, mais il est à 20 minutes du centre-ville. Ma grande anxiété, par exemple, c'est que je pense que ça va être installé sur le campus de Grenoble. Mon anxiété, c'est que je ne suis pas sûr que les étudiants, après 17h ou 18h, aient envie de rester sur le campus de Grenoble si leur vie sociale est avant tout dans le centre-ville, qui est d'ailleurs qui est un lieu. Donc, par exemple, le choix de la localisation. L'animation, il faut avoir des personnes, comme Diana, qui ont un certain profil pour animer et accueillir des jeunes. Je ne suis pas sûr personnellement que si on me donnait un centre de coworking demain, je sois le meilleur du monde pour accueillir des jeunes et leur donner, leur donner envie de créer, de phosphorer ensemble. Les aider, d'être positifs, de réagir spontanément de façon positive. C'est peut-être pas le trait principal. Et si vous leur diffusez la vidéo, ils sont jeunes, enthousiastes et tout ça, et en boucle. Voilà. Alors, Thomas Dikele, donc on a vu justement qu'il y a cet enjeu géographique. L'un des moyens de s'affranchir de la dimension géographique, c'est le virtuel. Donc, Entrep fonctionne comment sur les divers principes qu'on vient d'évoquer de construction ensemble ? Alors, tout à fait. Entrep, c'est le volet virtuel de la chaire. C'est le moyen de fédérer nationalement. Entrep, c'est une communauté en ligne de personnes, et notamment d'étudiants ou de jeunes diplômés, à la fibre entrepreneuriale, qui soient porteurs de projets ou à la recherche de l'idée qui va changer le monde, qui va changer leur vie en tout cas, et qui décident, qui peuvent collaborer, qui peuvent coopérer, qui peuvent créer leur noyau dur, leur équipe de cofondateurs, une équipe qui soit soudée et surtout aux compétences complémentaires. Et comment ça marche alors ? Alors, quand je m'inscris sur Entrep, le cœur, c'est que je renseigne mes compétences et mes traits de caractère. Ça veut dire que je sais déjà, finalement. Parce que souvent, les gens ne savent pas très bien. Il y a un travail à faire sur soi-même. Passer souvent des entretiens de recrutement, faire passer, c'est souvent pas si évident que ça.
Effectivement, après, il y a les majeurs qu'on a pu étudier pendant son cycle universitaire ou pendant son école. L'idée, c'est aussi de dire, moi, je vais choisir 5 compétences maximum et je vais les pondérer avec des jetons. C'est pas parce que j'ai passé 3 cours de comptabilité que je suis un comptable chevronné et donc je vais devoir forcément choisir par rapport aux majeurs que j'ai faites. Et donc, je vais remplir mes compétences. Si je suis porteur de projet, je vais le décrire. Je vais dire, voilà le problème auquel je réponds, sur quel secteur, comment j'y réponds, où j'en suis dans mon travail, quelle est ma différenciation. Et je vais dire, je recherche un CTO, je recherche un développeur, je recherche quelqu'un pour me faire mon marketing, pour faire mon site internet, pour m'aider à faire mes conditions générales d'utilisation. Et nous, on a développé un moteur de recommandation qui va proposer le bon profil ou le bon projet en fonction des compétences et des traits de caractère que je recherche. L'idée, c'est de mettre le bon profil en face du bon projet et de créer vraiment des équipes qui ont les bonnes compétences et qui sont faites pour travailler ensemble. Vous avez combien d'utilisateurs aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est lancé depuis février. Au début, on était en bêta sur invitation uniquement, donc on avait limité à 500. Et là, on approche des 1000, donc en 2 mois, on a quasiment fait x2. On a aujourd'hui surtout 160 projets start-up sur la plateforme. Dans quel type de secteur ou on a de tout. Moi, je m'attendais surtout à avoir des projets techno, des sites de e-commerce, des applications mobiles. Et on a aussi des start-up. Il y en a une qui produit des granulés de bois. Il y en a une qui fait de l'optimisation de la collecte d'ordures, une autre qui fait des accessoires pour smartphone, quelqu'un qui monte un réseau social pour agriculteurs, parce que les agriculteurs ne sont pas du tout dans le numérique. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, différentes surtout. Et dans les compétences, il n'y a pas uniquement des développeurs et des marketeurs, il y a aussi des gens qui s'y connaissent en maths appliquées, en électronique, en sciences de la Terre. Notre objectif, c'est d'aller chercher tous les étudiants, toutes les compétences et de casser les silos entre les formations, les silos géographiques aussi. Et ça, vous êtes optimiste. Donc, à travers ce que vous venez de dire, on sent que déjà, il y a cette espèce d'ouverture sur le fait qu'avec ce genre d'outils, on puisse mesurer cette capacité à construire ensemble une société un peu différente aussi, peut-être ? Oui, une société différente. On voit vraiment qu'il y a des silos encore, des écoles de commerce, d'ingénieurs, où les universités sont à côté, mais elles ne se parlent pas forcément et les étudiants ne se connaissent pas. Moi, j'ai fait les deux mondes. J'ai fait un peu d'école de commerce et une école d'ingénieur. Quand je suis arrivé dans l'école de commerce, c'était très différent. On se rend compte qu'on n'est pas câblé pareil. et donc, il y a vraiment, en avance de phase, pendant les études aussi, c'est important de montrer que les gens travaillent pas de la même manière, que selon les formations, chacun peut s'apporter des compétences et des choses. Et l'entrepreneuriat, ça passe aussi par la coopération. Est-ce que c'est pas ça un des sujets aussi qui nous rend difficilement adaptables au monde 2.0 ? C'est que ces compétences en silo ne sont pas adaptées aux besoins actuels. Certainement, et c'est aussi pour ça qu'on est partenaire de la chaire, qui a des antennes toutes les écoles et les universités de France, qui vous aide à et qui nous permet, nous, d'aller chercher toutes les compétences, de créer ce grand réseau, et qui permet à n'importe quel étudiant de trouver les compétences dont il va avoir besoin pour sa société. Quelle est l'ambition à terme que vous voudriez avoir pour Entrep ? C'est qu'il y ait des milliers, les 2 millions d'étudiants en question qui soient connectés le plus possible, mais ce qu'il faut pas perdre de vue, ce qui a été très bien dit sur le phénomène des écoles, des universités, des territoires, c'est qu'un étudiant n'est pas, il est attaché à son école ou à son établissement ou son territoire que pendant la durée de ses études. Quand il passe à l'acte, il devient étudiant entrepreneur. Il peut être aujourd'hui à Lyon et demain retourner, parce qu'il était nantais, à Nantes. Et que Entrep, l'idée, c'est qu'on ait le réseau et qu'on ait cette communauté d'étudiants entrepreneurs sur le territoire. Donc, toute l'ambition, c'est de pouvoir déjà offrir du service aux étudiants entrepreneurs, parce que les jeunes sont ce qu'ils sont, mais on a créé un statut, mais demain ils vont dire mais comment on nourrit ce statut. Donc l'idée de cette communauté, c'est quand même un élément fort et important. Et surtout, nous, il faut qu'on ait une certaine, là je parle pour les pouvoirs publics, pour le ministère, qu'on puisse un peu suivre tout ça, parce que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on va nous demander, et tout ça, pourquoi faire ? Quel a été le résultat ? Et mesurer combien d'étudiants ont créé des entreprises, est-ce qu'ils ont créé des emplois, etc. Il faut qu'on puisse créer ce réseau, au moins dans cette phase en plus d'émergence. Il y a un enjeu énorme, notamment par exemple la création du statut étudiant-entrepreneur, qui est avant tout pour les étudiants qui passent à l'acte, et peut-être ce qu'on a trouvé de mieux pour sensibiliser les étudiants en général à l'entrepreneuriat, c'est le fait qu'il existe ce statut. De la même façon, s'il y a une communauté, eh bien, j'espère que justement les réseaux sociaux vont permettre d'agréger et que la sensibilisation pour les autres jeunes, les étudiants, se fera par ce moyen-là.
Mais il faut absolument qu'on puisse avoir une communauté d'étudiants entrepreneurs au-delà des territoires et au-delà des établissements. Diane, est-ce que School Lab travaille avec Entrep déjà? Pas encore, mais ça ne serait Vous tardé. êtes rencontrés aujourd'hui? Non, on s'est rencontrés il y a quelques On s'est mois. rencontrés dans le cadre de la chaire, justement, et il y a effectivement beaucoup de synergies à mettre en place. Possible, d'accord. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et juste en termes de référencement, de visibilité, ça, c'est des choses... Vous axez beaucoup sur les réseaux sociaux pour vous faire connaître ou comment vous faites? C'est une bonne question. On a mis en place des partenariats. On a pris contact avec beaucoup d'associations étudiantes sur l'entrepreneuriat, avec beaucoup d'interlocuteurs dans les écoles, dans les universités qui fédèrent des étudiants intéressés par l'entrepreneuriat. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, oui, on communique pas mal sur les réseaux sociaux. On a un groupe Facebook qui s'est organiquement beaucoup développé au fur et à mesure des saisons. Et en fait, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que je crois que la plus grande force, c'est vraiment la communauté en réalité, parce que j'ai posté ouverture des candidatures le 22 octobre, et puis tous les anciens de la promo 1 ont tous partagé sur... Ouais. Et du coup, ça a un effet démultiplicateur. C'est pareil pour Entrep? Les réseaux sociaux, l'impact est évident, hein, que ce soit Twitter, Facebook, même LinkedIn. Nous, on axe aussi beaucoup sur le physique, parce que le comportement... Vous voulez dire sur les réseau événements, physique, les pas réseaux la tête physiques, des gens les meet-up, les événements... C'est dangereux comme vocabulaire. Passer également par les clubs entrepreneurs dans les écoles, parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un recherche un associé, un cofondateur, des compétences, ça passe beaucoup par participer à des événements, rencontrer. Il y a beaucoup d'initiatives informelles, de petite taille, et l'idée avec Entrep, c'est de rassembler tout ça et de faire un réseau virtuel, numérique, au-dessus de tout ça, et qui vient les outiller aussi, pas forcément les suppléer, mais qui permet d'industrialiser le processus et faire que la rencontre du bon associé soit plus un hasard. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Grâce Merci à à vous, on voit que les initiatives sont nombreuses, intéressantes, et que donc un réseau d'étudiants, entrepreneurs qui travaillent ensemble, virtuellement ou réellement, se développe, et qu'ils ne demandent qu'une chose, c'est qu'ils grandissent. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.